A quarta-feira de 7 de janeiro de 2015 abriu uma chaga na França e também na vida de Michel Houellebecq. Neste dia, o acaso fez que o seu último romance chegasse às livrarias quase no mesmo momento em que 8 jornalistas do semanário Charlie Hebdo morriam metralhados por 2 jovens muçulmanos radicais, inconformados com a forma com que o profeta Maomé era tratado nas charges do jornal. Antes mesmo de nascer para o grande público, Submissão, que acaba de chegar ao Brasil, já provocava polêmica nos círculos intelectuais de Paris. Houellebecq foi acusado por alguns de xenófobo, por outros de dar suporte à forte presença do Islã na França. A história se passa em 2022 com a chegada ao poder de Mohamed Ben Abbès, um político moderado do Partido da Irmandade Muçulmana, que vai governar em coalizão com os principais partidos da França. Seu primeiro-ministro é o centrista François Bayrou, personagem real da vida política. A trágica sincronicidade do atentado ao Charlie Hebdo com o lançamento do livro o transformou imediatamente num sucesso de vendas. Desde então, Houellebecq se retraiu, mas não abandonou o personagem que interpreta de si mesmo. Houellebecq segue fazendo o tipo sombrio, angustiado, depressivo, sem muito gosto pela vida, que observa com indiferença o que se passa à sua volta. Se a França de fato atravessa uma crise existencial, como querem crer algumas de suas cabeças mais conceituadas, Houellebecq é, em última instância, sua melhor ilustração. Alors, coca, pas d'alcool? Si, mais pas à cette heure-là. Car j'ai appris dans la carte Le Territoire que vous avez besoin de l'alcool pour supporter plus les journalistes. Oui, c'est vrai, ça aide. Ça aide? Ça aide. Est-ce que vous en avez besoin d'un verre de vin, peut-être? Ouais, mais non, ça ira. Ça ira? Donc c'est un compliment pour moi. Vous pouvez me supporter sans alcool. Oui, oui, pour l'instant, oui. Alors, je voulais commencer par des entrecomilles. On cherche toujours chez les romanciers un fragment de la vérité de ce monde où nous sommes jetés et qui nous angoisse. C'est ce qu'a écrit votre ami Bernard Maris, le journaliste, l'économiste qui a été tué avec ses copains dans la rédaction du journal Charlie Hebdo le dernier 7 janvier, et qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Houellebecq économiste, un bouquin qui m'a aidé à comprendre beaucoup l'ensemble de votre travail. Donc, je vous invite tout d'abord de parler de cela, des fragments de vérité qu'on peut trouver dans Soumission, le livre qui vient de paraître au Brésil, surtout le déclin de l'Europe, la faillite d'un modèle économique, la crise de l'Occident, ce principe qui me paraît un peu gênant de soumission absolue de la femme à l'homme, de l'homme à Dieu, tel que l'envisage l'islam et qui votre héros universitaire adhère à la fin. Pouvez-vous me parler des fragments de vérité dans cette histoire? C'est pas tellement fait pour décrire ce qui va se passer en fait, mais plutôt ce dont les gens ont peur qu'il pourrait arriver. Si vous y réfléchissez, que vous prenez les livres d'anticipation les plus célèbres, Meilleur des mondes, 1984, sont 2 livres très très connus. L'auteur n'essaye pas vraiment de prédire ce qui va se passer, mais il décrit une peur des gens de son époque, en fait, sur ce qui pourrait arriver. Et là, c'est un peu pareil. Mais j'ai pas l'impression qu'on a peur quand on lit votre livre. Il y a une constatation très sérieuse, par exemple, quand on parle de le déclin de l'Europe. Oui, enfin, si, il y a des gens qui ont peur. Si. Il y a des gens qui ont peur de l'islam. En France et en Europe en général.
qui ont peur d'être dominés en fait par l'islam. Donc c'est une peur réelle. Je vous vois un peu comme un excellent chroniqueur de nos temps. Vos personnages se déplacent dans un monde réel. Les acteurs réels de la politique, de la vie publique, de la société, ils sont tous là. Donc, et pourtant, vous racontez une histoire du point de vue d'un voyeur d'une solitude absolue. Pas tant que ça. Je pense qu'il est très solitaire. Hein. Non. Non? Ben non, au début, ça va plutôt bien. Au début, il a pas mal de choses quand même dans sa vie. Et à la fin, il n'a plus rien. Mais de toute façon, c'est un personnage qui ne jouit pas beaucoup. C'est un personnage que me paraît un peu indifférent de ce qui se passe autour de lui. Ah oui, mais non, la politique, il n'en a rien à foutre, alors vraiment rien. Ça l'intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de gens comme ça, enfin, ça lui est complètement égal. Mais ce qui se passe, c'est que la politique va s'intéresser à lui. C'est-à-dire que des événements historiques, réels, vont avoir un impact dans sa vie. Mais sa première action, c'est d'être stupéfait et indigné même. Que l'histoire puisse intervenir dans sa vie. Ce personnage, c'est de la fiction totale ou peut-être il y en a des fragments de vérité de vous-même? Pas seulement de moi-même, les gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique sont très nombreux. Qui s'en foutent, qui ne votent pas, ça ne les intéresse pas, quoi. C'est pas leur problème. Vous votez? Non. Non? Non. Pas du tout? Non. Ça fait combien de temps? Je crois que j'ai jamais voté. Jamais? Non. Dans votre vie? Non. Non, je vous assure, hein. Vous me regardez comme si vous ne me croyiez Non, pas, non, mais non. c'est la Je vous vérité. crois. Donc, je peux dire que ce personnage, ce n'est pas la fiction. C'est quelqu'un qui a des fragments de vérité très clairement. Oui, oui, mais c'est pas spécialement la mienne, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres gens que moi qui votent pas, et moi, ma passion, c'était pas Huysmans quand j'étais jeune. Mais est-ce que ça a à voir avec ce que Marie appelle dans ce bouquin la règne de l'individualisme absolu? Êtes-vous d'accord, par exemple, avec l'idée qui est très claire dans ce livre, l'idée de que l'économie libérale a brisé tout ce qui est collectif, que la société peut mourir de l'économie? Oui, mais ça c'est vrai que c'est une vision économiste de l'homme économique, agissant en fonction de ses intérêts rationnellement, qui détruit... mais avant de détruire le collectif, ça détruit quelque chose de plus grave, en fait. Ça détruit la vision même que les gens ont d'eux-mêmes. De toute façon, j'ai vu quelques interviews que vous avez données quand votre livre, avant la sortie de votre livre, où vous parlez d'un vide très présent de la religion que les gens expérimentent dans l'Occident aujourd'hui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On ne peut pas détailler parce qu'on ne sait pas ce qui manque. Je veux dire, le plus. Si c'est l'idée d'une vie après la mort, si c'est juste une collectivité. Des valeurs humanistes? Oui, ça, je n'y avais pas pensé en premier, mais enfin bon, peut-être. Mais la sensation d'un truc collectif qu'offre la religion. Mais ça peut être la peur de la mort, ou bien ça peut être beaucoup plus concret, hein, le fait que la vie soit organisée, qu'il y ait des rites à accomplir tous les jours, toutes les semaines, etc., qu'il y ait une structure de vie. Ça donne un sens à la vie? C'est beaucoup dire, mais enfin, disons que ça l'organise. Je pense que vous expérimentez une certaine jouissance de jouer vous-même.
Vous êtes présent dans votre livre, vous êtes dans les films dont vous avez le rôle de protagoniste. Tous les deux sont sortis exactement au moment où je venais d'arriver à Paris. Dans les chansons que vous avez faites, sur votre poème. Donc, ce que je me demande, si c'est une sorte de jeu que vous faites avec vous-même. Ça vous amuse, peut-être? Non, je non? crois pas, non. Non. Moi, je m'intéresse pas du tout à moi, en fait. Vraiment pas. Mais il y a une certaine ironie, par exemple, dans la carte Le Territoire, quand le personnage Michel Houellebecq, qui c'est tout à fait vous, il parle aussi, c'est ce qui a dit Michel Houellebecq, l'auteur du Sens du combat, l'auteur de Plateforme, l'auteur de Particules élémentaires. C'est comme si vous jouez en jeu avec vous-même. Oui. Oui, oui, c'était marrant, mais c'est pas tellement moi en pratique, ce personnage. Mais c'est pas grave. Enfin, comme je suis connu, je peux me prendre comme personnage. Vous aimez faire l'acteur? Vous avez aimé vos expériences au cinéma? Oui, c'est pas mal, c'est bizarre, mais c'est bizarre comme activité. C'est bizarre comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par bizarre? Ah, rien de plus que bizarre, hein, c'est vraiment le mot. C'est une activité bizarre. De toute façon, vous êtes quelqu'un très proche du monde des images. Oui, c'est vrai. Je suis bien informée, vous avez commencé par le cinéma, vous avez étudié du Oui. cinéma. Et en plus, j'ai visité, il y a quelques mois, une exposition de photographie que vous avez faite à la mairie du 20e arrondissement, qui s'était inspirée dans les cartes routières du travail de l'artiste de votre livre, La carte Le Territoire. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la photographie? Par exemple, dans cette exposition, il y a beaucoup des éléments qu'on lit dans votre livre. Je me demandais si c'est quelque chose que vous recherchez à travers la photographie avant d'écrire, ou c'est quelque chose qui a été toujours lié à votre vie? Il y a les deux cas, hein. Enfin, en général, je prends des photos des endroits où je situe des scènes de livres. J'ai besoin de me représenter. Toujours ça? Oui. Vous faites ça toujours? J'ai besoin de me représenter l'endroit où ont lieu les choses. Dans le cas de soumission aussi, vous avez fait la même chose? Oui, par exemple, bon, il y a à Rocamadour, j'y suis allé évidemment. Il y a même une scène, c'est moins important, mais à l'Institut du monde arabe. Je suis allé à l'Institut du monde arabe pour faire des photos. Je ne sais pas à quoi ça me sert, mais j'ai besoin de pouvoir me représenter le lieu de la scène. Pour reprendre un peu la question de la religion, je viens de découvrir au moins un intellectuel français qui m'a paru partager cette idée de que la France, qu'il y a dans la France une crise existentielle due au retrait de la religion. C'est l'historien et démographe Emmanuel Todd. Je viens de lire un débat sur l'après-Charlie, dont Todd démonte l'image de l'unanimité dans la manifestation de 11 janvier, qui a été surtout la plus grande manifestation que la France a connue. Comment décrirez-vous ce 11 janvier? Est-ce qu'il vous a marqué? Moins que le 7. Moins que le 7 janvier. Moins que le 7. Et comment est-ce que le 7 janvier vous a marqué? D'abord, j'ai perdu un ami. Mais tous les gens qui étaient là, vous savez, c'était des gens très connus qui ont été tués. Bon, Bernard Marie, c'est moins, mais Kabir et Wolinski, c'était les deux dessinateurs les plus célèbres de France, quoi. Donc, tout le monde a bien compris ce qui se passait.
C'est-à-dire qu'ils ont été tués pour leurs dessins et pour interdire de faire d'autres dessins du même genre. Et moi, les gens sont venus parce qu'il y a un attachement à la liberté dans ce pays. Ce qu'on appelle la liberté d'expression, quoi. Enfin, je pense pas que la liberté d'expression ait été attaquée de manière aussi sauvage dans l'histoire de France, quoi. Ça vous a fait, vous a obligé, c'est obligé dans le sens de quelque chose que vous avez vraiment besoin de faire une relecture de ce que vous avez écrit dans ce livre Soumission, je veux dire le 7 janvier. Bah, disons que ce livre est peut-être d'un optimisme exagéré, parce qu'il montre une situation où un homme politique doté d'un vrai génie politique, le musulman Ben Abbès, réussit à contrôler les extrémistes. Réussit à contrôler toutes et à être appuyé par tous les partis, pour pas les deux partis en France. Ça, c'est pas le plus difficile en réalité. Le plus difficile, c'est en amont d'arriver à créer une espèce d'unité chez les musulmans eux-mêmes. Et là, rien ne prouve que quelqu'un comme ça puisse apparaître. Donc il est bien possible que le futur soit beaucoup plus sombre que ce que j'ai décrit dans mon livre. Après, je ne sais pas si les attentats se multiplient vraiment, je ne sais pas ce qui peut arriver. Les extrémistes veulent provoquer une guerre civile. Ils peuvent y arriver. Non, mais personne ne peut dire au juste ce qui va se passer, hein, mais il n'y a pas de personnalité fédératrice au sein de l'islam, quoi. Est-ce que vous regrettez avoir écrit ce livre? Non. Pas du tout. Enfin, plus généralement, on parle beaucoup plus de religion qu'on n'en a jamais parlé, quoi. Il y a encore 10 ans, on ne parlait pas du tout de l'islam en France. Le sujet n'existait pas. Maintenant, j'ai l'impression qu'on ne parle plus que de ça, presque. Donc il y a des mutations, oui. Et pour autant, l'islam a eu un rôle très important dans l'histoire coloniale française. Mais ça, les gens ne la connaissent pas. L'histoire coloniale française, moi je ne savais même pas qu'on avait des colonies, quoi. Non mais je plaisante pas, hein, quand je dis ça. C'est un truc que les gens connaissent. Vous n'avez aucune idée? Bah, vaguement, mais enfin je veux dire, j'ai jamais pensé beaucoup. J'y ai quasiment jamais pensé de ma vie, en fait. Enfin, d'ailleurs, j'y pense toujours presque jamais. Qu'est-ce qui vous intéresse, après tout? Bah, beaucoup de choses, mais pas ça, quoi. Non, c'est pas un sujet en France, vraiment. Je pense qu'il y a des musulmans en France, il y a des musulmans en France depuis longtemps, quand même. Depuis les années 50, quoi. Mais il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Alors peut-être je sais pas. Peut-être qu'ils pratiquaient dans leur coin. Peut-être qu'ils s'étaient détachés de l'islam peu à peu et qu'ils sont revenus récemment. J'en sais rien. Mais le fait est que c'est un problème qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, il est présent. Aujourd'hui, il est très présent, oui. Et comment vous le voyez? Bah, je constate ça, il est très présent. Ça fait peur aux gens. En général, dans la vie, il ne faut pas considérer que les choses sont explicables. Surtout les choses humaines. On peut les observer, les interpréter. En général, c'est consternant, les interprétations. C'est imprévisible, un être humain. Et il n'y a pas de théorie qui permette de prédire son comportement, ni psychologique, ni sociologique. C'est juste bidon. Tout ça est bidon. Il manque le respect intellectuel, quoi, pour prendre au sérieux ces gens-là. Je n'ai pas de respect intellectuel pour un sociologue, un économiste ou un psychologue. Pour qui vous avez un respect? Ben, les physiciens, c'est des gens sérieux. Les mathématiciens sont des gens sérieux. Et bon, Dieu? Vous croyez en Dieu? ça dépend du jour. Ça dépend du jour. Oui. Aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, non. C'est un jour sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans Dieu. Oui.
Quoique ce matin, j'ai un petit moment de croyance en Dieu. J'ai regardé une émission sur la théorie des cordes. C'était quand même assez impressionnant. Vous savez, dans les théories de l'univers, il y a la théorie des cordes. Beaucoup d'univers parallèles. Enfin, c'est assez fascinant. Et là, vous pensez qu'il y a Dieu? Oui, là, on se dit qu'il doit y avoir un Dieu, parce que c'est quand même très très bien organisé. La complexité de l'ensemble est admirable. Ça, c'est quelque chose que votre personnage dans le livre dit sur l'univers, comme que c'était le mot rédiger ou rédiger qui a été... Oui, il fait remarquer que le monde l'hypothèse d'un Dieu sans créateur est... C'est à partir de là qu'il commence sa conversion. Oui. Mais ça a toujours été l'argument majeur et ça reste le plus puissant. Hein. Les gens qui veulent vous convertir. Dire, alors vous pensez vraiment que tout ça c'est un chaos et ça s'est formé au hasard? Il vous montre le monde, etc. Oui, ah non, quand même, oui, la structure est impressionnante, l'organisation est impressionnante. C'est l'argument du Dieu horloger, quoi. Dieu horloger, qui reste un argument fort, qui n'a pas bougé au cours des siècles, en fait. Bon, j'aimerais bien continuer à parler avec vous, mais je sais parfaitement que vous avez un autre journaliste que vous attend. Mais de toute façon, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Hein. De rien, mais je ne sais pas si... Merci à vous. C'est un peu loin de vous, ces problèmes, quand même.